sans plus tarder, passer à la première session en fait de cette journée et inviter donc Elisabeth Lehec à me rejoindre. Voilà, Elisabeth, si tu veux bien me rejoindre donc à la tribune. Alors, cette première session donc, va être consacrée de manière plus spécifique aux dynamiques collectives et aux pratiques pro-environnementales qui se déploient donc, dans ces espaces partagés. On avait initialement donc, envisagé de pouvoir apporter des éclairages un peu sur ces lieux emblématiques que sont les jardins partagés, les places de compostage et puis l'habitat participatif. Donc malheureusement, Victoria Saxé, qui devait nous parler des jardins partagés, donc a eu un empêchement de dernière minute, donc elle ne pourra pas être présente avec nous. Mais donc on va faire cette session donc sur ces avec donc Elisabeth Lehec et puis virtuellement donc Michel Jolet, qui est sa co-autrice de la communication, qui est présente, je pense, avec nous en virtuel, mais c'est Elisabeth qui va faire la présentation. D'abord donc sur le compostage en pied d'immeuble à l'épreuve des collectifs. Et puis ensuite, Maryse Coupé de Camartin qui interviendra donc sur l'habitat participatif et posera la question de savoir s'il peut avoir un rôle déterminant dans la transition énergétique. Voilà, le temps. Bonjour Elisabeth. Le temps donc de présenter cette session. Donc on est prêt à démarrer, je pense. Voilà. Maryse, alors et je demande à la régie si Maryse est bien connectée avec nous. Maryse, vous êtes bien là? Je suis bien connectée, oui. Ah super, voilà, parfait. Je suis rassuré parce que j'avais pas l'information. Voilà, et donc, on va partager l'écran. Voilà, super, ça marche, on y est presque. On passe en plein écran. On ne peut pas décaler un tout petit peu les vidéos, parce que je pense que si on saisit le bloc de vidéo et qu'on le déplace un peu, normalement, ça marche. Enfin bon, ou pas. On peut le réduire, sinon. Ouais. On peut le mettre en bas, mais de façon... Ouais. Non, mais en haut. Enfin... Ouais, le déplacer. Ouais. C'est pas mal en fait. Voilà, mais voilà. Celui-là, on le vire. Non, mais je pense que c'est bon. On va pouvoir. Allez, on va donc pouvoir démarrer donc avec cette donc première intervention. Donc Elisabeth Lehec, qui est docteur en aménagement et urbanisme, qui a travaillé donc dans le cadre de sa thèse sur la question du compostage des biodéchets, qui a poursuivi ensuite des travaux sur cette thématique et qui va donc nous en rendre compte dans les 20 minutes qui viennent. Voilà, Elisabeth, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, on est très contente avec Michel, donc, qui nous suit là en visio, de pouvoir partager une enquête de terrain qu'on a fait ensemble et qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de parler. Donc ça tombe plutôt bien, puis j'espère que peut-être ça permettra d'approfondir certains points qui viennent précisément d'être évoqués sur la difficulté de construire précisément ces collectifs d'habitants, en l'occurrence pour le compostage partagé. Alors, on va vous restituer le processus de mise en place de 2 projets de compostage au sein de résidences privées. On reste sur un espace privé. Résidences qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Alors, d'abord, elles sont dans la même commune, à Carrières-sur-Seine, donc c'est dans le nord-ouest de l'Île-de-France, dans les Yvelines. Et non seulement dans la même commune, mais en plus dans la même rue, donc à quelques mètres de distance. Elles ont lancé leur opération de compostage à peu près au même moment, en 2015, et ont connu les mêmes conditions institutionnelles. C'est toutes les 2 suivies par la communauté d'agglo Saint-Germain-Boucle de Seine et par des maîtres composteurs prestataires de cette collectivité. Donc, pas mal de points communs, mais, et c'est là que ça nous a intéressés, en fait, leur histoire vont connaître des destins
divergents, puisque dans l'une des résidences, eh bien, ça n'a pas marché. Donc la résidence Lapierre, l'expérience est soldée par un retrait des bacs, et puis dans l'autre, eh bien, ça a plutôt bien pris, et aujourd'hui encore, ça fonctionne avec une certaine assurance, une certaine efficacité. Et donc, c'est cette mise en miroir qui a été assez stimulante pour nous, pour mener l'enquête de terrain. Et puis, pour s'interroger, du coup, sur la singularité ou pas de ces deux expériences, et notamment la singularité de la construction des deux types de collectifs dans ces deux résidences. Justement pour comprendre cette différence de destin de ces projets-là. Donc pour nous, le collectif, on l'emploie dans un sens assez basique, hein, comme un groupe d'individus qui est uni par des liens autour d'une pratique commune, donc en l'occurrence ici le compostage, pratique qui est susceptible du coup de renforcer ou pas ces liens. Alors ce travail a été mené dans le cadre d'un projet de recherche ADEME, dont le rapport final est intitulé « La main dans le bac, mobilisation et frein du compostage partagé dans l'ouest de l'Île-de-France ». Donc, il a été mené par une équipe mixte composée donc de 4 chercheurs et puis 2 maîtres composteurs, hein, justement, ces accompagnateurs des sites de compostage partagé. Et alors, en fait, il partait d'un constat assez simple de constater que le compostage partagé est un objectif important de la politique de prévention nationale et que pourtant, il a du mal à prendre de l'ampleur. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les facteurs de la mobilisation habitante, quels en sont les freins, quelles sont les politiques locales menées et quelles sont finalement les conditions de fonctionnement de ces sites de compostage. On a fonctionné en 2 temps. D'abord, on a effectué un panorama des sites de compostage au sein de 5 communes, donc du nord-ouest parisien. Ah oui, là, effectivement, il manque le deuxième tiré, mais bon, c'est pas très grave. Donc, ça nous a permis d'aboutir à une typologie des sites, hein, copropriété, bailleur social, jardin partagé, jardin public. Et puis, dans un second temps, on a mené une enquête un petit peu plus approfondie, basée sur des entretiens, sur 9 sites qu'on a choisis en fonction de leur degré d'échec ou de réussite, en fonction aussi, bien sûr, du type d'installation concernée. Voilà, donc c'est un projet ADEME, donc les résultats de l'enquête sont aussi assortis de recommandations. Je vais passer extrêmement vite sur les résultats, je vous les fais apparaître ici, mais je n'ai pas le temps de les commenter, on pourrait y revenir si vous voulez, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on va essayer de creuser donc les 2 derniers qui apparaissent ici en vert, sur donc une des conditions importantes et la présence de fonctionnement des sites serait la présence d'habitants responsables et leaders donc, du dispositif, qui est un leadership sur ce dispositif, et puis l'existence d'une dynamique précisément collective et d'un cadre socio-spatial favorable. Voilà, alors donc, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, encore faut-il qualifier justement ce collectif, l'idéologie qui éventuellement la sous-tend, l'engagement des membres et leur motivation, l'organisation, etc. Et c'est précisément ce que je vais m'employer à faire maintenant. Avant d'en passer à l'exploration de ces collectifs, une présentation rapide des deux résidences. Alors, elles sont comparables par leur morphologie. On a dans les 2 cas plusieurs dizaines de logements, un grand espace vert arboré de plusieurs centaines, voire même milliers de mètres carrés. Les résidences datent peu ou prou de la même période et elles présentent une composition sociologique relativement similaire de classe moyenne supérieure, ce qui est d'ailleurs à l'image en fait de la commune dans laquelle elles sont de leur commune, hein, puisque Carrières-sur-Seine présente une surreprésentation relative de cadres, notamment par rapport à la moyenne francilienne, et un taux de chômage relativement peu élevé. Voilà, donc je le disais, 2 destins divergents. Qu'est-ce qui s'est passé à Lapierre? Donc en juillet 2016, donc 6 mois après l'installation des bacs, le maître composteur, à la demande de la communauté d'agglo, vient démonter les bacs et les retirer pour les stocker dans la cave d'un des immeubles de la résidence. C'est qu'en fait, la communauté d'agglo avait reçu une plainte écrite d'une voisine qui habitait la maison mitoyenne à la résidence, qui se plaignait de la présence de moucherons sur le plan de travail de sa cuisine, sachant que les composteurs étaient placés effectivement pratiquement le long du mur de sa maison. Donc, ce n'est pas une résidente, hein, c'est une voisine. Et donc, sous la fenêtre de sa cuisine. Voilà.
Donc, ça, c'est pour la pierre. Au Val-d'Églantine, au contraire, au moment de l'enquête, donc on a fait l'enquête en juin 2019, l'opération marchait bien donc depuis 3 ans et demi. On avait 5 référents très motivés. Et donc, l'opération suivait son petit bonhomme de chemin. Et donc, forte de ces constats de départ, on s'est demandé ce qui s'était passé et nous avons mené l'enquête, j'allais dire au sens fort du terme, c'était presque une enquête policière à laquelle on s'est livré, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc, j'en viens à justement l'exploration de ces fameux collectifs. Alors, on peut d'abord regarder le terreau socio-spatial dans lequel on pris ces projets. Et il se trouve que il est plutôt similaire, en tout cas comparable entre les deux résidences. Donc, on est dans un espace assez particulier, dans 2 copropriétés de banlieues dites justement résidentielles. Donc, les habitants ont choisi d'habiter là, de se retirer de la grande ville grouillante, donc Paris juste à côté, en l'occurrence au bénéfice d'un certain calme, au milieu d'espaces un peu verdoyants, dans des logements confortables, dans un ensemble d'une certaine qualité esthétique qui est valorisée par ses habitants et qu'ils tiennent à préserver. Alors on peut, pour approfondir, caractériser un peu plus ce terreau socio-spatial à partir de 3 axes. D'abord celui des sociabilités préexistantes, qui encore une fois sont relativement comparables entre les 2 résidences. Alors on pourrait parler d'une texture sociale plutôt faible, à savoir qu'entre voisins, on se dit poliment bonjour, au revoir, mais on se tient quand même relativement à distance. Il y a quelques petits événements qui peuvent être organisés, par exemple la fête des voisins qui est organisée une fois par an, mais qui en fait rassemble relativement peu de monde et toujours un peu le même type de participants. Donc une sociabilité qu'on pourrait qualifier, disons, de tiède, quoi, dans les deux cas. Et puis, sociabilité qui se trouve aussi piégée dans des interdits qui pèsent sur les espaces communs et notamment, et c'est mon deuxième point, notamment sur les espaces verts qui sont bien évidemment des espaces cruciaux pour notre sujet puisque c'est là que se joue matériellement l'histoire du compostage. C'est là que c'est susceptible de prendre ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces espaces verts, ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs plutôt? Alors, ce que nous racontent donc les résidents, donc ici on a Léa qui est référente à la pierre, référente ça veut dire responsable du site de compostage, qui nous raconte qu'il y avait déjà des conflits au sein de la copropriété, il y avait des personnes identifiées qui étaient contre par principe le fait que des enfants puissent jouer à cache-cache, contre le fait qu'il y ait du bruit, qu'on puisse proposer des choses, ils ne voulaient pas qu'il y ait des bancs pour s'asseoir, ils ne voulaient pas qu'il y ait un potager, il y avait des personnes historiques qui avaient une place très importante dans l'AG, et puis extrêmement virulente. Et Marie, qui est présidente du conseil syndical, nous dit, on m'a envoyé des photos en me disant, oh mon Dieu, il y a des enfants sur la pelouse. Alors moi, j'ai pas un képi, j'ai pas un bâton, j'ai pas une toilette de shérif. Les espaces verts, on les entretient, tout le monde les paye, et c'est aussi pour qu'on s'en serve. Donc, ces conflits, en fait, opposent des familles plutôt nouvellement arrivées. Évidemment, c'est celle que je viens de citer ici, avec des résidents plus anciens, les familles voulant, selon leurs termes, se réapproprier ces espaces verts, et puis les autres craignant notamment les nuisances sonores. Mais il se trouve, et c'est là qu'on a un petit point de divergence, un gros point de divergence entre les 2 résidences, que ces tensions ont été différemment résolues. C'est-à-dire qu'en fait, à La Pierre, avant l'opération de compostage, enfin au moment du projet de compostage, ces tensions-là, précisément, n'étaient pas résolues, étaient encore très très vives. Et au Val-d'Églantine, au contraire, alors déjà, d'une part, les habitants, on le voit avec ce que dit Marie, avaient quand même un accès un petit peu plus ouvert qu'à La Pierre. Et puis, la résidence avait entamé une sorte de processus de réappropriation des espaces verts qui est notamment passé par la signature, enfin par le renouvellement du contrat avec la société qui gérait les espaces verts, où ils ont passé contrat avec un auto-entrepreneur qui avait des pratiques notamment plus écologiques de gestion de ces espaces-là. Donc, encore une fois, ici, il y a un élément de décalage assez important entre les 2 résidences, et au centre de cette décision, de cette divergence, se trouve le conseil syndical. C'est mon 3e point. On a vu qu'il n'y avait pas tellement de collectifs dans ces résidences avant l'arrivée du compostage. Finalement, le seul collectif qu'on pouvait y voir, c'est ce collectif institué, disons, du conseil syndical.
Alors, là, deux situations assez différentes. À La Pierre, le conseil syndical est plutôt constitué des anciens résidents, donc de ceux qui sont plus réticents à ouvrir les espaces verts à d'autres usages, à d'autres fonctions qu'une simple fonction esthétique. Et en fait, ce que nous raconte la référente principale à La Pierre, c'est que la décision de l'AG a été de mettre le compost à l'entrée de la résidence, près de la voisine, à l'endroit le plus éloigné des personnes qui prenaient la décision. Finalement, c'est très ironique. Donc, ce problème du choix du lieu de l'emplacement des bacs a vraiment cristallisé ces tensions autour des espaces verts. Il y a eu pas mal de négociations et moult péripéties, mais finalement, il a été décidé de le placer à l'entrée de la résidence, donc un espace de passage juste à côté des poubelles et sous les fenêtres de la voisine. Voisine qui a peut-être été d'autant moins conciliante qu'en fait, elle voyait sous ses yeux s'étaler les 8000 mètres carrés d'espace vert. Voilà, au Val-d'Églantine. Ok. Au Val-d'Églantine, le conseil syndical avait connu un renouvellement très, très, très important. Donc le rapport de force s'est en fait inversé, notamment à la faveur de l'arrivée d'une nouvelle présidente très, très dynamique et favorable à ce type de projet, et qui nous raconte: quand je suis arrivée, il y a eu un gros coup de pied mis dans le conseil syndical. Voilà, les personnes qui font débat, c'est des retraités qui ont fait partie des conseils syndicaux précédents, qui ont fait polémique. Et puis la résidence a dit non, on n'en veut plus, on les a mis de côté. Ils continuent à nous emmerder différemment, mais du coup, on est reparti différemment. Donc on voit bien qu'il y a là deux trajectoires divergentes et donc un terreau plus ou moins favorable dans lequel les référentes ont tenté de faire prendre leur projet. Donc là encore, de situations un petit peu différentes. À La Pierre, le projet a été initié par une personne, donc Émilie, qui est une jeune femme quarantenaire, très dynamique, affable. En 2011, elle est engagée comme chargée de communication dans le syndicat de traitement de déchets local, ce qui lui permet de découvrir le monde des déchets, l'a fait s'interroger sur ses propres pratiques. Elle découvre l'existence de ces projets de compostage à la faveur d'une fête organisée par, me semble-t-il, la communauté d'agglomération, et donc décide de se lancer dans ce projet-là avec d'autant plus de ferveur, de motivation, qu'elle souhaite précisément reconquérir les espaces verts à des fins de rencontre et de sociabilité. Le profil alors, au Val-d'Églantine, c'est un peu différent. On a deux initiatrices. La première, c'est Maryse, donc une retraitée qui était professeure d'art plastique, qui s'est installée sur la résidence 20 ans plus tôt, qui dit être de la génération 68. Et alors, elle a été séduite au départ par le fait de composter parce que ça lui rappelait son père, pour finalement, en fait, inscrire petit à petit ce projet dans une démarche, disons, écologique, presque d'écologie politique, d'écologie infrapolitique. Je ne sais pas exactement comment le formuler. Mais enfin, il y avait cette dimension-là qui était importante pour elle. Et puis, Maryse a été très vite rejointe, avant même l'acceptation du projet, par Valérie, qui a un profil assez différent. Elle travaillait dans une société d'import-export. Elle a profité d'un plan social un an avant le projet de compostage pour quitter son emploi. Elle a 2 enfants, et puis elle connaît au moment du projet de compostage une sorte de tournant biographique. Bonjour madame. Ok. De tournant biographique, donc elle divorce, elle quitte son emploi et elle se forme donc au compostage. Elle devient maître composteur jusqu'à se faire embaucher par la communauté d'agglomération, justement. Et puis elle adore composter, mettre les mains dedans et y passer des heures, raconte-t-elle. Donc on voit bien deux situations différentes. D'un côté, à La Pierre, quelqu'un qui porte tout, et puis de l'autre, deux initiatrices avec deux profils complémentaires. Maryse, pour qui le compostage s'inscrit dans un projet écologique, et puis Valérie, une opérationnelle, passionnée de compost. Donc. Et ces profils et ces motivations vont avoir des répercussions sur l'organisation technique des dispositifs de compostage. Alors, à La Pierre, donc je rappelle, La Pierre, c'est la résidence où le projet a échoué. En fait, on a une organisation amicale. Donc, Émilie avait trouvé des amis pour être référente avec elle, mais qui n'est pas vraiment formalisée. Et puis, en fait, ces relations d'amitié n'ont pas forcément aidé
un, à formaliser l'organisation, et puis deux, parce qu'elles ont pu créer un sentiment justement de clan créé par le groupe des composteurs. Et donc, des compostrices, composteuses en l'occurrence. Alors, Léa nous raconte, on n'avait pas mis en place de planning, on amenait notre bioso, quand on voyait qu'il y avait des choses inadaptées, j'essayais de les structurer. On passait vérifier comment étaient les composts, mais sans une organisation très, très poussée. Donc, une organisation assez fragile qui fait que dès qu'il y a eu des petits problèmes techniques, finalement, l'organisation n'était pas assez robuste pour y répondre de façon efficace, d'autant plus que Émilie, qui était quand même la principale actrice de tout cela, est tombée enceinte, sa grossesse ne passait pas forcément très bien, et donc tout ça, finalement, a eu raison de ce compost qui a fini par devenir une espèce de boîte à biodéchets. Et au Val-d'Églantine, la situation est tout à fait différente. Les tâches sont explicitées, assumées, avec une répartition très claire entre Valérie, qui est sur les tâches techniques, parce qu'elle adore ça, et puis Maryse, qui tient une comptabilité, des retournements, et elle fait même une lettre d'information auprès des résidents. Donc, une organisation beaucoup plus efficace, pourrait-on dire. J'avance, car j'arrive presque au bout de mon temps. Alors, j'en terminerai peut-être par là, et puis je pourrai revenir sur la conclusion peut-être après dans les questions. Alors jusque-là, on a repris un vocabulaire technique pour parler des habitants impliqués. Je parlais des référents, et en fait, au cours de l'enquête de terrain, Michel a assez vite suggéré ce mot d'entrepreneur qui permet de mettre en exergue les motivations et les valeurs portées par ces femmes. Elles sont entrepreneuses au sens où elles portent des valeurs, des idées fortes. Elles s'engagent dans un projet qui leur tient à cœur, pour paraphraser la définition d'Ulrich Larousse. Donc on peut se demander entrepreneuse, mais de quoi ? Et se préciser dans quelle entreprise se sont lancées chacune de ces initiatrices permet de mieux comprendre la différence peut-être de destin de ces projets. Donc Émilie, dès le départ, elle inscrit le projet dans une ambition plus grande qui est celle d'impulser une nouvelle vie sociale aux espaces communs de la résidence. Elle considère d'ailleurs, comme le montre cette citation, que le projet n'est pas un échec social parce qu'il a permis de créer autre chose, et notamment d'amorcer en fait maintenant une inversion des rapports de force, où elle raconte que maintenant ses voisins osent plus prendre la parole. Il y a eu un renouvellement partiel du conseil syndical, donc ça a donné quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut qualifier Émilie d'entrepreneuse de sociabilité plus que d'écologie. Et puis quand on regarde sa formation, elle a étudié la sociologie, les ressources humaines, la communication, tout ça nous pousse à formuler cette hypothèse, contrairement à Maryse qui, elle, et j'en terminerai par là, a, disons, les atouts d'une véritable stratège. Elle a des ressources langagières très importantes, un argumentaire qu'elle adapte au fil du temps, comme le montre cet extrait, où elle dit que les arguments ont un peu évolué. Au départ, c'était les mêmes arguments sur le fait qu'on jetait, que c'était incinéré, que c'était de l'eau. Et puis j'ai inclus l'acte citoyen, ça s'est élargi vers une problématique plus large, pas uniquement au niveau de la résidence. Donc en fait, la motivation de Maryse repose sur des convictions écologiques assez fortes, et une conscience des rapports de force et des rapports de pouvoir importantes. Elle possède aussi une réflexivité politique importante sur ses propres actions. Voilà, donc je laisse ça à votre appréciation. Il m'arrête là. Très bien, merci. Merci beaucoup Elisabeth pour ta présentation qui montre bien aussi, je trouve, la très grande sensibilité je ne sais pas si on peut les appeler les autorités publiques, mais à ce type de projet, parce qu'il a suffi, si j'ai bien compris, d'une lettre, d'une plainte, pour que, hop, on enlève le projet. Donc, on voit bien que c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible. Ça montre bien également tout l'intérêt qu'il y aurait à s'intéresser de manière très, très fine aux conseils syndicaux, qui sont quand même des lieux de pouvoir intéressants et importants dans ce genre de configuration. Et puis, dans ce destin contrasté, mais pas en noir et blanc, parce que finalement, un échec, il n'est pas vraiment un échec, donc c'est intéressant. Dans ce destin contrasté des deux projets, aussi le poids des facteurs très contingents, qui est notamment la présence et le profil de ces entrepreneurs
entrepreneuse dont tu as parlé, entrepreneuse de sociabilité ou entrepreneuse écologique. Donc, voilà, une présentation très, très riche, merci, stimulante, qui va susciter sans doute beaucoup de questions, mais on ne pourra pas toutes les prendre, mais on va en prendre quand même quelques-unes. On a quelques minutes et on va démarrer, donc, comme tout à l'heure, par la salle. Donc, vous connaissez maintenant le protocole, pas sanitaire, mais le protocole d'intervention, de prise de parole. Donc, ceux qui le souhaitent, il y a peut-être… non, Sandrine, non. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment, oui. Alors voilà, comme ça, vous prenez la… Bonjour, donc André Faure. J'aurais une question. Qui a pris la décision d'installer ces conteneurs, enfin ces composteurs à l'origine du projet? Alors, sur quel… Sur les deux sites. Donc, c'est ma première question. Ouais. Et puis, ma deuxième, c'était plutôt de manière un peu plus générale. On voit bien effectivement que ce type de dispositif tient à des personnes qui vont prendre le lead sur la démarche. Comment finalement on peut trouver en fait ces forces vives dans les projets pour les pérenniser en quelque sorte, quoi. Voilà. Et puis troisième question, c'est est-ce qu'il y a eu un accompagnement de la collectivité dans la mise en place de ces conteneurs? Oui, alors justement, c'est ça, je commence par la troisième question. Il y a eu un accompagnement de la collectivité, un suivi assez poussé. Il y a une enquête, il y a toujours des enquêtes de faisabilité qui sont faites avant la mise en place des bagues. Et puis, il y a des maîtres composteurs qui sont passés dans les deux cas pour vérifier que tout allait bien. Et donc, la communauté Aglo a pas mal en fait, accompagné ces sites de façon assez resserrée. Alors, sur la décision d'installer les bacs, ça fait l'objet d'un vote en fait en assemblée générale. Mais ce qui suppose d'avoir quand même le conseil syndical un petit peu dans sa poche, dans les logiques de vie sociale d'un immeuble. Alors après, en fait, quand vous dites que ça dépend effectivement de la présence de référentes un peu porteuses, de leaders, donc oui, mais pas que, justement. C'était tout mon propos, c'était de dire que là, on voit bien qu'il y a une dynamique collective préexistante sur laquelle les référentes arrivent à se greffer. Donc, c'est pas uniquement, c'est important d'avoir des leaders, mais c'est pas le seul, précisément, ce qu'on essayait de montrer, ça n'est pas le seul facteur. Et ce qu'on voulait montrer aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons, peut-être ça répond en partie à votre deuxième question, il y a plusieurs façons de devenir leader. On peut avoir des motivations qui sont, on le voit bien ici, en fait, relativement diverses. Donc peut-être que, et c'est ce que je voulais dire, exprimer, peut-être que des rôles de la collectivité, ça pourrait être d'acquérir une sorte d'expertise sociale, justement, qui permettrait de déceler dans tel ou tel immeuble où sont les motivations, sur quoi elles portent, à quel profil d'habitants on a affaire et à quelle, du coup, entreprise peut se greffer ce projet-là. Michel, si tu veux compléter ce que je dis, évidemment, tu interviens. Regret, c'est que tu n'aies pas eu le temps de dire tes conclusions parce que ça ouvrait un peu. Là, on est resté sur les études de cas, même si derrière ces études de cas, on avait bien l'idée d'essayer de construire une espèce de méthode avec des hypothèses sur les grandes variables, entre autres, qu'est-ce que c'est qu'un milieu, ce milieu socio-spatial très particulier qu'est la résidence. Et je pense que c'est très important justement, quand on est chez les bailleurs sociaux, c'est peut-être un peu différent quand même, donc de revenir sur des choses très spécifiques, sur le rôle d'un collectif très constitué où il y a des rapports de force quand même très importants, des conflits, et comment ces conflits se résolvent et comment ils peuvent aboutir à des espèces de compromis plus ou moins viables. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est pour ça que j'insistais sur la notion d'entrepreneur. Évidemment, derrière, pour les sociologues, ça renvoie aux entrepreneurs de morale de Becker, mais je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais je voudrais insister sur quand même, ce sont des gens qui défendent des valeurs et qui, d'une certaine manière, alors elle ne me les crée pas parce qu'on est dans la transition écologique, donc ces valeurs, elles sont là. On les prend ou on les prend pas, mais en tout cas, c'est des valeurs qui
qui n'ont pas forcément consensus aujourd'hui. Donc, comment les faire passer, comment créer ces nouvelles normes de comportement? Il faut savoir que dans la résidence, il y a pas mal de gens qui apparemment sont encore très rétifs simplement au tri sélectif. Alors, pour arriver de là au compostage, ça me paraît, voilà, c'était un vrai défi. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais et compléter ce que disait. Oui, merci, merci beaucoup, Michel. Si, Elisabeth. ça complète. Et on pourra compléter encore en fin de deuxième partie d'après-midi. Il y aura un temps assez long où on pourra revenir un peu sur toutes ces questions-là. Donc, vous pourrez reprendre la parole et puis on pourra revenir aussi sur les conclusions et les perspectives. Mais là, donc, il est temps qu'on enchaîne. Et après les entrepreneuses du compost, on va passer aux entrepreneurs de l'habitat participatif. Et donc, je vais passer la parole à Maryse Coupé de Camartin, qui, dans le cadre, je pense, de son mémoire de M2 en urbanisme, a travaillé donc, sur la participation des habitants dans la construction de leur habitat et posé cette question de savoir si leur rôle pouvait être déterminant dans la transition énergétique. Alors, je pense que Maryse, vous allez être incessamment. Vous avez une présentation? Oui, j'ai une présentation, oui. Voilà, et donc Emmanuel va tout de suite la partager ou vous donner la possibilité de la partager.